Donc, bienvenue à l'INHA. Merci d'être venu dans ces circonstances un petit peu particulières. Voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Sébastien Biais. Je me suis beaucoup occupé de ce projet Ontologie du christianisme médiéval en images, qui est un projet toujours en cours et qui arrive à une phase de publication. Donc cette ressource, depuis quelques jours, a reçu son adresse définitive, son URL définitive, qu'on vous donnera, qu'on vous rappellera 3-4 fois. Mais ce n'est pas inscrit sur les programmes, donc ne le cherchez pas là. Et donc cette journée est destinée à vous présenter cette ressource, mais surtout aussi à vous présenter le travail qui est à l'origine de cette ressource. Donc vous entendrez notamment les différents contributeurs, ceux qui ont écrit sur ces différents thèmes que vous voyez se dessiner, âme, corps. Et puis, pour commencer, je vais passer la parole à la responsable du programme, Isabelle Marchessin, qui est maître de conférence habilitée à l'Université de Poitiers et conseillère scientifique depuis 2014 à l'INHA et responsable du domaine de l'histoire de l'art du 4e au 15e siècle. Merci Sébastien, bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Il y a 1000 façons d'ouvrir cette journée d'études. Jusqu'à il y a une seconde, je ne savais pas quel était l'angle par lequel j'allais commencer pour introduire l'objet lui-même, qui est l'ontologie du christianisme médiéval en images. Et puis j'ai entendu Sébastien prendre la parole, comme il le fait depuis tant d'années à mes côtés, et je suis aussi au sien, de côté. Et donc pour commencer, je voudrais le remercier très profondément pour tout ce qu'il m'a apporté à titre personnel. Et pour cet accompagnement intellectuel qui, je pense, a été fructueux. De multiples façons, l'OMCI n'étant que l'une des déclinaisons de cette collaboration scientifique. Il va quitter son poste de pensionnaire de l'INHA demain. Et je lui souhaite vraiment tout le succès qu'il mérite le plus rapidement possible. Là, il part pour Poitiers, et puis on ne sait pas quels seront les horizons qui s'ouvrent à lui plus tard, mais je n'en doute pas. Il en sera content, et dans tous les cas, il le mérite. Donc, j'ai commencé par l'humain, alors je vais continuer par l'humain. Une idée n'est rien sans travail, une idée n'est rien sans partage. Et ce qui est assez extraordinaire dans cette aventure intellectuelle dont vous allez voir les fruits aujourd'hui, c'est qu'elle a mobilisé tellement de gens différents au cours de tant d'années que j'aimerais les citer. Certains d'entre eux sont ici aujourd'hui, je m'en réjouis très profondément, mais d'autres n'y sont pas. Donc, c'est comme aux Oscars. J'ai fait la liste pour ne pas les oublier dans l'émotion, parce que l'émotion est là. Au départ, il y avait Ambre Villain, qui était la pensionnaire avant Sébastien. Ambre Villain, qui est maintenant enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Et Ambre travaillait en sigillographie. Sébastien, comme vous le savez tous ici, lui est spécialiste de sculpture romane. Il y avait aussi Vincenzo Mancuso, qui travaillait sur Maratta, un peintre du XVIIe siècle. Il n'était pas médiéviste et j'espère qu'il a appris, mais je sais qu'il nous a aussi beaucoup apporté. Anna-Maria Hersek, qui nous venait de Hongrie, spécialiste de la représentation du pouvoir royal en Europe centrale à la fin du Moyen-Âge. Mareva Hu, byzantiniste, qui va soutenir très prochainement sa thèse. Et Mareva, qui est à l'heure actuelle à l'EPHE, a eu un rôle assez déterminant sur lequel je reviendrai, parce que c'est elle qui a imaginé la structure même d'une base qui n'existait pas au départ, bien sûr, et qui est devenue tout autre chose, mais c'est elle qui a posé, qui a délimité, qui a posé le premier marquage de l'objet numérique. Et puis Pierre-Marie Salé, spécialiste d'architecture mauriste, qui est avec nous en esprit aujourd'hui. Je l'ai eu hier au téléphone. Là aussi, un non-médiéviste, et j'espère qu'il a appris sur le Moyen-Âge et il nous a beaucoup apporté en théologie. Marion Loiseau, ici présente, qui travaille sur les livres d'heures et les gender studies. Marjolaine Massé, vous avez remarqué, j'ai essayé de vous mettre dans l'ordre d'apparition à l'INHA. Marjolaine qui travaille sur les élites dans les miniatures au tout début du Moyen-Âge. Nicolas Varenne, peinture crétoise, un deuxième byzantiniste. Lorenzo Margani, notre petit dernier, travaille
sur la base des émaux limousins. Et puis, les bourses Cress, Nancy Thébault, qui n'est pas là et qui a un poste aux États-Unis, Sophie, qui est ici présente et je l'en remercie, sur les bijoux. Et puis Mathieu, Mathieu qui a été présent par ses vacations, présent par nos échanges intellectuels constants, et que je remercie aussi de sa présence et de sa prise de parole aujourd'hui. Et tous les collègues, enseignants-chercheurs, CNRS, membres de l'Institut catholique, avec une mention particulière pour François Boesfluc, qui a été présent lorsque nous avons essayé de déterminer le périmètre, le découpage du périmètre théologique. Il était là, il nous a beaucoup aidés. Donc merci à eux infiniment pour tout ce que, merci à eux et vous, pour tout ce que vous m'avez apporté et pour tous ces échanges. Ça n'est pas, comme Sébastien l'a précisé tout à l'heure, une fin, c'est juste une étape importante, puisque maintenant nous présentons au monde ce que nous avons collectivement réalisé. Donc, une petite genèse du projet, ça remonte loin. C'est d'abord la genèse d'une idée qui s'est tissée à la fois dans la contrainte et les possibles, et c'est un peu comme ça que je voudrais orienter mon propos introductif aujourd'hui. Tout ça commence en fait à Poitiers, lorsque j'ai été recrutée à l'université. Il n'y avait pas d'historienne de l'art à l'époque, et à l'époque je n'étais pas non plus une historienne de l'art. Je me suis retrouvée en charge de la base romane, et en particulier de sa logique d'indexation qu'il fallait repenser. On a pensé judicieux de me mettre à cette responsabilité parce que je venais de l'École des hautes études en sciences sociales, du GAOM, qui lui-même avait produit un lexique d'indexation. Donc, de fait, je me suis retrouvée aux commandes d'un objet qui n'est pas du tout devenu ce que je pensais le faire devenir, mais la contrainte technologique de l'époque a empêché qu'advienne ce que plus tard à l'INHA les possibilités techniques ont autorisé à être. Cette base romane, qui est une base de sculpture romane indexée sur un modèle qui a été copié sur le GAOM, avait un potentiel que des ingénieurs de l'université de Poitiers voulaient exploiter, qui était l'indexation de l'image par l'image. Alors à ce jour, c'est ce que la BNF a choisi de déployer pour l'indexation de Gallica. Indexation de l'image par l'image correspond à ce que les GAFA ont développé et qu'un logiciel comme ImageNet, que vous connaissez peut-être, a mis en œuvre. Une indexation automatique par un deep learning des machines qui vont chercher dans la structure des items, pas des personnages, mais des items à ce jour, de quoi les reconnaître et donc créer des indexations catalographiques à très grande échelle et à très grande vitesse. Ça, c'était en germe à Poitiers. Mais à l'époque, ce qui m'avait été présenté, enfin nous avait été, parce qu'on était une petite équipe, présenté par les ingénieurs de l'université, je m'en souviens vraiment avec sourire et émotion, ils en étaient extrêmement fiers. C'était un logiciel qui pouvait distinguer entre des maisons, des bateaux et des canards en plastique qui étaient jaunes, bleus et rouges. La machine était capable de les distinguer. Donc vous mesurez quand même l'écart qu'il y a entre, il y a une vingtaine d'années, ce qui était en cours, et aujourd'hui, ce qui peut se faire. Relatif au projet de l'EMCI, cette expérience a été déterminante parce que d'abord, elle m'a montré les limites dans lesquelles je me trouvais d'accéder à ce que Antoine, lui, maîtrise si bien aujourd'hui et il en fait bénéficier l'INHA, c'est-à-dire la part proprement technique des Digital Humanities, mais je les découvrais. Et dans le même temps, s'est posée immédiatement à moi la question d'une distinction fondamentale entre une indexation de type catalographique, quand bien même elle intègre des données d'iconographie, c'est-à-dire un métalangage propre à notre spécialité. Oui, on indexe Abraham, oui, on indexe Moïse. Mais dans le même temps, on reste dans du catalographique, c'est-à-dire du factuel, de l'identification, et donc de la déclinaison de motifs qui sont liés à des sources historiques et à de l'historien. Entre ça
Et autre chose que j'appelais de mes voeux, mais qu'il a fallu 20 ans et beaucoup de travail collectif pour que cela arrive, qui était une indexation proprement iconographique. Et c'est de cela dont il va s'agir aujourd'hui. Une indexation iconographique avec la création d'un vocabulaire, donc quelque chose qui est inédit dans le format, qui relève d'une prise de risque intellectuelle considérable et qui ne peut s'assumer que dans un travail d'équipe, justement, dans la multiplicité des points de vue et dans le travail collaboratif. La deuxième étape de l'émergence de l'OMCI a été mon arrivée à l'INHA. L'INHA offre des possibles en termes de techniques d'investissement financier et de collaboration qu'une université n'autorise pas. Et lorsque je suis arrivée ici, il y avait d'autres contraintes qui étaient proposées par l'institution que celle d'une contrainte technologique ou une contrainte de temps ou de moyens. C'était la contrainte de la subsidiarité. C'est-à-dire ce qui se fait au sein de l'INHA et en collaboration est quelque chose qui ne doit pas pouvoir être fait par les collègues à l'extérieur. C'était la première contrainte. La deuxième contrainte posée par l'INHA, c'était l'articulation entre un programme de recherche qui devait avoir des livrables et l'environnement du département des études et de la recherche, qui est la cellule d'ingénierie documentaire, qui maintenant porte aussi un gros volet de Digital Humanities, et la bibliothèque. Bibliothèque avec ses lecteurs, avec ses ouvrages, mais aussi avec ses ressources documentaires, y compris numériques. Donc il fallait trouver un moyen d'engendrer un programme en médiéval qui satisfait, en tout cas qui, moi, pouvait me satisfaire sur le plan intellectuel, qui était innovant, ne relevait pas de choses qui se faisaient ailleurs et pouvait répondre aux exigences d'une articulation avec la bibliothèque, ses enjeux et les ressources documentaires. J'avais travaillé sur la porte de bronze d'Hildesheim entre-temps. Il m'était apparu qu'il n'était pas si difficile que ça, une fois qu'on avait le petit outillage intellectuel, de faire remonter à la surface des images chrétiennes leur dimension proprement théologique et leur logique de représentation du monde, ce qu'on appelle l'ontologie. Et donc, est venue l'idée d'articuler une intention de dévoilement de la dimension ontologique des images avec un projet digital, une collaboration avec l'équipe des médiévistes de la maison et l'OMCI, petit à petit, mais je dis vraiment petit à petit, avec les personnalités successives, l'aide de l'ACID, a émergé. Ce qui est visé dans ce projet et ce qui le fait correspondre aux attentes de l'institution même, donc là encore les vertus de la contrainte, c'est que, et ça sera décliné tout au long de la journée, ce n'est pas une database ou un site web ou une encyclopédie en images qui a pour objet de déployer les images elles-mêmes. C'est un objet numérique qui a aussi une vocation pédagogique et de communication de l'information scientifique, dont l'enjeu majeur est d'établir un lexique permettant de comprendre les images d'une façon différente. Et la valeur documentaire de notre programme tient dans ce lexique. Alors, ce n'est pas un nouveau lexique qui vient se surajouter à de multiples lexiques existants, Iconclass, Garnier, dont vous savez qu'il est le vocabulaire d'indexation qui a été choisi par le ministère de la Culture, et donc nos collègues de la BNF fonctionnent sur le Garnier. Donc, ce n'est pas un lexique de plus, c'est une série de termes et de termes combinés qui va permettre d'éclairer le possible à voir dans l'image. Ce lexique, je le revendique pour la première fois proprement iconographique, déborde du factuel, déborde de l'identification, de la prosopopée, déborde de la citation de motifs pour donner des outils intellectuels et des outils aussi lexicaux permettant de faire remonter du tréfonds des images ce qu'une indexation classique ne peut pas se permettre de faire remonter.
Aujourd'hui, la dernière partie de l'équipe des rédacteurs, mais aussi des collaborateurs dans les séminaires, va vous présenter les rubriques qui constituent le premier niveau de découpage de notre encyclopédie digitale sur le christianisme médiéval en images. Nous aurons et nous avons le grand plaisir d'avoir des collègues qui vont répondre, faire des propositions sur les contenus, mais aussi sur la forme, puisque nous sommes à une étape intermédiaire. Et c'est par cela que je voudrais terminer cette rapide présentation. Je vous ai dit qu'il y avait une prise de risque intellectuelle. Il y a aussi une approximation qui tient au format même de l'objet. Nous ne sommes pas détenteurs de vérité, nous proposons des pistes. Nous proposons un lexique et nous proposons des pistes. Cet objet ne nous appartient pas à titre singulier. Nous en sommes les producteurs collectifs. D'autres personnes, y compris après moi, s'en saisiront et je l'espère. Il aura une durée de vie qui sera celle que les chercheurs voudront bien lui prêter collectivement. C'est un work in progress qui ne s'arrêtera jamais d'être in progress. Nous avancerons au fur et à mesure de l'établissement de chaque nouvelle rubrique et nous verrons ce qu'il en adviendra. Suzanne Boynton vient d'entrer dans la pièce et je la salue avec beaucoup d'amitié. Je la remercie d'être là. Sébastien et moi avions, avant l'OMCI, construit ensemble et avec d'autres une autre base de données qui était dans un format très différent, qui était Musiconis. Musiconis a été repris ensuite par la Columbia, qui en a fait un outil pédagogique en traduisant et en faisant travailler des étudiants. J'espère une vie aussi longue et variée à l'OMCI, tout en sachant qu'à l'heure actuelle, l'OMCI n'est qu'un adolescent et que nous avons encore beaucoup de travail pour en faire un adulte. Voilà, je vous remercie encore tous du travail que nous avons fait ensemble et j'espère que nous allons passer une très belle journée ensemble. Merci. Merci beaucoup Isabelle pour cet hommage sur lequel je ne rebondis pas évidemment. Je vais enchaîner avec cette première présentation qui va être à la fois une présentation de la ressource elle-même, mais aussi je voudrais commencer à ouvrir un petit peu le capot et vous montrer quel a été le travail concret, au-delà de tout ce qui relevait de la conception théorique du projet, comment j'ai accompli, si possible, cette mission de mettre en œuvre ce projet très original. Alors, à mon arrivée, les attendus du projet étaient d'une double nature. Traiter une liste de concepts avec un ensemble de mots-clés qui leur étaient associés. Il s'agit de concepts de nature philosophique, théologique et anthropologique, choisis dans la mesure où ils avaient été pressentis comme des archiconcepts, allons-y directement dans le néologisme, des concepts organisateurs, structurants de la pensée médiévale savante, que je qualifierais de pensée moyenne. Ce sont les concepts les plus partagés, les plus opérants sur la longue durée pour rendre compte de cette pensée savante. On n'y trouvera pas les universaux, par exemple, ou un certain nombre de débats de l'université du XIIIe siècle. On n'y trouvera pas péché véniel, péché mortel. Et donc, une pensée moyenne, les concepts les mieux partagés. Le second attendu était de mettre en œuvre un modèle de déploiement de ces concepts, et ce faisant, d'élaborer une ontologie, c'est-à-dire de décrire un appareillage conceptuel structurant de cette pensée savante, avec pour consigne de respecter une forme que je dirais pré-éditoriale. Le cahier des charges imposait une hiérarchie à 3 niveaux, ni plus ni moins, qui avaient déjà leurs étiquettes, rubriques, thématiques iconographiques et motifs iconographiques.
Tout en voulant adopter le principe général du thésaurus, il ne fallait pas développer la richesse de celui-ci dans la profondeur, s'en tenir à cette structure. Si l'on veut parler de thésaurus développé sur la profondeur, on peut prendre le cas d'iconoclaste, par exemple, où la signification d'une entité dépend essentiellement, pas seulement, mais en grande partie, de sa position dans l'arbre des entités supérieures. J'aime les instruments de musique. La contagion des travaux d'Isabelle est toujours là. Le psalterion est défini dans la hiérarchie iconoclaste par 6 embranchements de concepts. La forme du thésaurus à 3 niveaux limite ainsi la richesse de l'arborescence. On pourrait dire que cela limite la puissance sémantique de l'arborescence elle-même, de la structure. La signification des entités dans l'ontologie du christianisme ne repose pas tant donc sur la structure du modèle que sur la qualité de la définition qui en est donnée, le contenu éditorial, la précision du travail des chercheurs qui ont contribué à ce projet et dont vous entendrez les travaux les plus récents dans la journée. Conséquence importante, contribuer au programme Ontologie du christianisme impose de respecter des principes épistémologiques et rédactionnels d'une extrême précision. C'était une véritable équipe, ça l'est toujours. Je dis c'était parce que je m'en vais, mais l'équipe me survit et ce sont vraiment des cerveaux branchés les uns sur les autres. Ma propre expérience de l'ouverture d'une base de données à une communauté contributive, à travers l'exemple de Fab Musiconis, qu'Isabelle a cité, et donc voici un petit aperçu. Je salue une nouvelle fois Suzanne, qui est à l'origine de ce prolongement du travail sur la base Musiconis. Eh bien, sur la base d'un modèle qui est 20 fois plus intuitif, je dirais, que celui de l'ontologie du christianisme, l'ouverture est toujours un cap extrêmement difficile. Ouvrir la contribution est une phase toujours critique du projet, car notre propre expérience nous montre que l'ajout d'une entité dans l'arborescence conduit souvent à critiquer la pertinence des entités voisines et à repenser le système. Dès l'origine, le programme Ontologie du christianisme a été pensé par rapport au paysage des thésaurus iconographiques existants. Et je vais illustrer un peu plus précisément le fonctionnement de la base romane qu'Isabelle a déjà évoqué. Donc cet exemple, tiré de Romane, montre que l'image est indexée par agglutination de mots-clés. Si je prends les mots-clés du champ personnage, Vierge, Christ, enfant, femme, Saint Joseph, roi, mage, je peux en déduire aussitôt que le sujet représenté est l'adoration des mages. La signification des relations entre les concepts n'est pas précisée, mais notre connaissance de l'iconographie médiévale permet de comprendre cette relation. Dans le Timel, donc le thésaurus, ça veut dire quoi Timel ? Thésaurus des images médiévales en ligne. Voilà, le thésaurus des images médiévales en ligne, élaboré par le GAOM et par le CESCM de Poitiers. Comme dans d'autres modèles, la signification de chaque terme indexé est consolidée par les différentes données sémantiques indexées pour un même item. Dans le champ thème, nous trouvons adoration et don. Et surtout dans le champ sujet, nous avons adoration des mages, qui lève toute ambiguïté, mais c'est parce qu'on a la chance d'avoir affaire ici à de l'iconographie biblique, pour laquelle les sujets peuvent être listés. A contrario, les thèmes du combat et de la dévoration, présents sur les chapiteaux qui flanquent la scène, ne font pas l'objet d'une dénomination
par sujet. Donc il faut savoir extraire les informations qui sont pertinentes les unes par rapport aux autres. Il s'agit d'un modèle d'indexation à la fois puissant et économique. Puissant car une multiplicité de requêtes sur les sujets, les thèmes, les personnages permet de récolter de multiples manières le résultat que l'on recherche. Économique car il n'impose pas à l'indexant de qualifier la nature des relations entre chaque terme indexé. La compréhension de ces relations est laissée à l'utilisateur. Je dois comprendre moi-même que adoration et don renvoient à roi et à mage. Mais il s'agit d'une économie qui n'empêche absolument pas le modèle de fonctionner, qui n'empêche pas de trouver des images. Le contenu indexé constitue un socle descriptif. Adoration et don sont bien des concepts sur lesquels l'analyse de l'image peut reposer avec un niveau de confiance élevé. Le défi de notre programme était de tenter de décrire la superstructure conceptuelle, ce que l'on va bâtir au-dessus de ces fondations. Comment des particularités iconographiques, comme celles représentées dans cette fameuse image de l'engendrement, en tout cas elle est fameuse pour nous, pour l'avoir tant travaillée, comment ces particularités peuvent-elles être situées et organisées dans un paysage conceptuel élargi pour lequel nous avons opté pour la désignation d'images comme similitudes divines. Marion Loiseau vous présentera tout à l'heure son travail sur la rubrique images. C'est donc le défi de mettre en résonance des conceptions savantes très générales avec des déclinaisons iconographiques très particulières. Ces déclinaisons iconographiques ne sont donc pas choisies parmi les images les plus représentatives de la culture médiévale, de la culture visuelle médiévale occidentale. Elles sont choisies au contraire parmi celles qui ont quelque chose de plus à nous apprendre sur cette culture. Chaque image est donc analysée dans notre ressource en ce qu'elle illustre une notion particulière, ou plutôt une possible déclinaison de ce que nous appelons une thématique iconographique, dont l'image comme similitude divine est un exemple. Enfin, pour ne pas enfermer le parcours de l'utilisateur dans des couloirs, nous avons conçu des rebonds que nous appelons relations sémantiques. Il s'agit de relations entre des thématiques appartenant à des rubriques distinctes qui démontrent l'interconnexion entre les concepts à travers quelques types de relations simples, la causalité, l'effectivité, l'équivalence et l'antinomie. Par exemple, pour la thématique salut par l'incarnation, ces rebonds sont particulièrement variés. Relation de causalité vers la rubrique pouvoir divin, relation d'effectivité, affect, vers la rubrique âme, relation d'équivalence vers la rubrique révélation. Alors pour conclure cette brève introduction à la ressource, avant de passer à un cas particulier qui me permettra une réflexion plus générale sur la notion d'ontologie, je dirais qu'une ressource comme l'ontologie du christianisme me paraît tout à fait complémentaire des bases de données iconographiques comme Index of Medieval Art, Initial ou Mandragore. Nous avons plus que jamais besoin de ces outils qui ont la capacité à organiser de manière relativement simple, du point de vue de celui qui indexe, de grandes quantités d'images. Et nous avons également besoin de ressources orientées vers les modèles d'interprétation. Ces deux types de ressources ne peuvent pas facilement fusionner car leurs objectifs divergent, mais ils peuvent en partie converger et trouver un terrain commun par un travail de traduction, par une réflexion sur l'enrichissement sémantique des thèmes et des sujets iconographiques, par réservoir de concepts et de mots-clés. Autant de projets qui pourraient être menés à partir
de ces expériences. Derrière ces multiples enjeux se pose la question de l'iconographie médiévale comme système de représentation, d'une part, et des images médiévales comme représentation de systèmes, ou disons d'ontologie, d'autre part. C'est ce second aspect qui est venu à la rencontre de mes propres recherches, en particulier à travers la question des quaternités des chapiteaux de Cluny. Font-elles ou non système, comme l'image du paradis spéculaire peut faire système, en mettant en réseau les vertus cardinales, les fleuves du paradis, les évangélistes. Respirez largement, je ne vais pas parler de Cluny aujourd'hui, je vous l'épargne, je ne vais pas vous le mettre à la sauce ontologique. J'aimerais plutôt approfondir un cas auquel l'équipe s'est confrontée à l'occasion de la rédaction de la rubrique Mutation. Cette image rejoint en effet l'un de mes problèmes de cluniste, l'iconographie des arts libéraux, mais elle en pose un plus délicat encore, celui des arts mécaniques. Il s'agit du frontispice du Livre du Trésor de Brunetto Latini, conservé dans le témoin de la British Library sous la cote Additional 30,024. En vérité, un double frontispice qui met en regard à gauche artesses et métiers et à droite un arbre des vertus et des vices. Dans notre ressource, ces arts mécaniques sont devenus un motif de la rubrique Mutation comme création. La rubrique Mutation n'est pas encore publiée, mais sa rédaction est achevée et Marion vous en parlera. À l'image de Dieu, l'homme modèle, façonne, cultive et intervient dans la génération des végétaux, c'est l'agriculture, des métaux, la forge, l'alchimie, et de tous les objets indispensables à la vie humaine, les vêtements, les maisons, etc. C'est une dimension de cette image. Mais ces particularités sont nombreuses et j'ai voulu m'y arrêter pour la présentation d'aujourd'hui. On se demandera en particulier comment cette image s'articule à une ontologie des sciences qui embrasse les arts intellectuels et les arts mécaniques, dans le contexte particulier de l'encyclopédisme du XIIIe siècle, dont le Livre du Trésor de Brunetto, écrit dans les années 1260, est un pilier. Et puis, dans quelle mesure la structure visuelle de cette image peut-elle être comprise comme une ontologie visuelle, c'est-à-dire un schéma raisonné des arts et des métiers? Je fais cette distinction arts et métiers parce qu'elle est aussi faite par Brunetto, mais nous verrons plus loin comment il associe ces activités plutôt qu'il ne les dissocie. L'image frappe en effet par la régularité de son ordonnancement, surtout pour la partie centrale sur laquelle j'ai fait un détail. C'est une sorte de quadrillage dans lequel sont distribuées en 3 colonnes des allégories des arts et des métiers, avec au centre les fameux 7 arts libéraux. C'est d'ailleurs ce septénaire bien connu qui cimente dans l'image l'idée d'une structure en 3 colonnes, alors que les bordures à motifs qui découpent la composition n'insistent pas plus sur la verticalité que sur l'horizontalité. Au centre, donc, de bas en haut, grammaire, dialectique, rhétorique, le trivium, puis le quadrivium, arithmétique, géométrie, musique, et tout en haut, astronomie. Le grand personnage couronné qui les surmonte est philosophie, car, comme l'écrit Brunetto au tout début de son ouvrage, je cite, « C'est pourquoi, dans son livre de la Consolation, Boès dit qu'il vit la philosophie sous la figure d'une dame ainsi vêtue et pourvue d'un pouvoir si extraordinaire qu'elle grandissait selon son bon plaisir, si bien que sa tête finissait par atteindre le ciel et les étoiles, et qu'elle dispensait son savoir en toute direction, suivant le droit et la vérité. Elle est flanquée de 2 lions et tient dans ses mains 2 cités, dont l'une, il me semble, nous apparaît de face à gauche et l'autre de profil à droite. De part et d'autre de la colonne des arts libéraux, d'autres arts dont la liste est beaucoup plus originale. À gauche,
Et toujours de bas en haut, peinture, écriture, harperie en troisième, c'est-à-dire musique instrumentale, distincte de la musique libérale, de l'art libéral de la musique, loi, physique, décret, probablement à comprendre comme le décret de Gratien, donc le droit canon, et en dernier, logique. Et à droite, on repart en bas, l'art du forgeron, l'art du charpentier, le tissage, la changerie, c'est-à-dire l'activité monétaire et bancaire, la gaëgnerie, c'est-à-dire le travail de la terre, l'alchimie et en dernier lieu, la nécromancie. Alison Stones et Brigitte Roux ont comparé à ce manuscrit 2 autres copies du Trésor avec lesquelles les initiales historiées et les ornements montrent des parentés étroites. C'est le manuscrit 30025 de la British Library, que je n'ai pas en reproduction, et le manuscrit de Carpentras, que vous voyez ici. La page d'Incipit du premier livre met en évidence cette parenté entre Carpentras, qui est à gauche, et notre manuscrit au niveau du portrait de l'auteur. Ainsi qu'au niveau des décors filigranés qui encadrent l'inscription qui annonce le début de l'ouvrage, c'est au même folio. Notre manuscrit émane par conséquent d'un scriptorium responsable de plusieurs copies de cet ouvrage, présentant des niveaux de richesse et de qualité décorative différents. Notre manuscrit est au-dessus du panier. Alison Stones a également rapproché la peinture de ces manuscrits d'une Bible hébraïque dont la date et l'origine sont explicitées par un colophon, Perpignan, 1299. Mais la comparaison est peu convaincante. L'attribution à Perpignan, en adéquation avec la graphie méridionale de notre manuscrit, est en outre relativisée par les observations de Fabio Zinelli, que je salue, qui nous a fait l'amitié de sa présence. Ces observations sur la langue des textes de ces témoins du trésor, qui présentent des caractéristiques d'outre-mer, de Terre Sainte. Il serait ainsi plus pertinent d'attribuer ces manuscrits à un scriptorium de Saint-Jean d'Acre avant la chute de la ville en 1291 ou à un scriptorium de Chypre dans les mêmes années ou les années suivantes. C'est difficile d'une main. Si notre manuscrit montre des parentés avec d'autres témoins du trésor, l'ouvrage de Brigitte Roux, Mondes en miniature, l'iconographie du livre du trésor de Brunetto Latini, permet de constater que l'iconographie du double frontispice est unique, notamment en ce qu'elle fait appel aux artès. Selon Michael Evans, qui s'est beaucoup intéressé à notre image dans un article paru en 1978, l'iconographie des 7 arts agencés comme une échelle dressée vers le ciel pourrait dériver d'un modèle du milieu du XIIIe siècle. Le poème illustré Welchergast, dont le témoin que voici à droite, a probablement été produit à Ratisbonne. La pertinence de la comparaison vaut aussi bien pour l'agencement des arts les uns au-dessus des autres que pour la composition de chaque scène, souvent un face-à-face entre 2 personnages, avec un élément symbolique parlant au centre. Cela dit, on peut noter des différences importantes. Dans le Welchergast, en bas du folio 139 recto, excusez-moi, j'ai sauté une ligne, dans le Welchergast, les arts s'échelonnent de haut en bas, et non pas de bas en haut. De grammaire, qui est en bas du folio 138 verso, que vous ne voyez pas, et sur le folio 139 recto. Sans doute, l'ordre des arts dans le manuscrit allemand suit-il l'ordre du texte qu'il illustre. Mais autre différence importante, les arts sont évoqués dans notre manuscrit par le face-à-face du maître et de disciple, tandis que le Welchergast met en scène les autorités de chaque art, avec leurs noms, Priscien, Aristote, Cicéron, etc., en position eux-mêmes de disciples, recevant l'enseignement de leur discipline tutélaire
personnifié qui se tient à droite. Le peintre de notre frontispice semble s'être inspiré directement d'un modèle comparable au manuscrit du Welcher-Gast. Il semble aussi ne pas avoir saisi le sens de certains symboles. L'armement de rhétorique, en haut à gauche, une allégorie redevable à Marcianus Capella, est devenu une sorte de fromage dont le maître se taille une belle tranche. Les figures de géométrie, ici très claires, sont devenues un petit tas de compost. Mais surtout, les personnifications des arts ont disparu pour céder le pas à une iconographie en quelque sorte historique. Les maîtres sont anonymes, bien que le physicien enturbané ne puisse guère être qui que ce soit d'autre qu'Aristote lui-même. Et ces maîtres s'adressent à leurs disciples sans médiation transcendante. Dès lors, une autre source pourrait avoir inspiré notre peintre, comme l'a également pointé Michael Evans, les manuscrits enluminés de l'image du monde de Gossuin de Metz. L'iconographie des 7 arts dans la copie de l'image du monde de Gossuin de la bibliothèque Sainte-Geneviève met en scène les maîtres face aux élèves, notamment pour les arts du trivium, comme ici la grammaire en haut à gauche. Les chapitres préliminaires de l'image du monde expliquent que les arts furent créés par les sages de l'Antiquité sur une très longue période et non par les intellectuels vénaux du temps présent. Il précise qui les a restaurés après le déluge, Sem, Abraham, Platon, Aristote, Boès. Peut-être cela explique-t-il la dimension humaine et non allégorique de cette iconographie. Comparer terme à terme les arts libéraux de notre frontispice avec ceux du manuscrit de la Sainte-Geneviève apporte des résultats limités. Mais certaines parentés sont troublantes sur le plan visuel. Géométrie est très différente d'un manuscrit à l'autre. On ne retrouve pas le tas de compost à la Sainte-Geneviève. Mais ça, c'est si l'on prend comme exemple, comme terme de comparaison, le frontispice de notre manuscrit. Mais une autre représentation de la rhétorique, de la géométrie, plus loin dans le manuscrit, et qui marque le début du livre de la rhétorique, d'où mon lapsus, montre un geste très comparable, bien qu'il ne s'agisse certainement pas d'une relation directe entre les deux manuscrits. Grâce aux travaux de Michael Evans, nous parvenons à restituer partiellement la culture de notre enlumineur, dont la tâche se démarquait avec ce double frontispice des ouvrages que l'on peut raisonnablement attribuer au même scriptorium. Il s'est donc inspiré d'autres ouvrages de nature encyclopédique, mais contrairement à ce que j'avais pensé un peu rapidement lorsque nous y travaillions ensemble, je crois aussi que la connaissance du livre du Trésor a joué pour lui un rôle important. Il est assez facile de comprendre que l'on ait associé la représentation de la cité et la personnification de philosophie. L'enjeu du trésor est bien le gouvernement de la cité. Il faudra quand même se demander pourquoi il y a 2 cités dans notre image. Le gouvernement donc de la cité, c'est la partie terminale de l'ouvrage. Remontons le fil du programme de Brunetto. Qu'y a-t-il en amont de gouvernement ? La rhétorique, qu'il dit la plus haute science de cité gouvernée, et c'est une citation, une traduction de Cicéron, au début du livre de Bonne parlure de rhétorique. Et la rhétorique est le moyen par lequel, dans le cadre politique, qui est un cadre de parole, de faire triompher les vertus sur les vices, objet du livre 2, qui s'ouvre sur une traduction par Brunetto de l'éthique d'Aristote, et qui se poursuit avec une explication des vertus et des vices par les anciens et les pères de l'Église. Ce programme de gouvernement de la cité par la pratique des vertus que la rhétorique permet de faire triompher éclaire de manière globale l'iconographie des 2 frontispices. Mais qu'en est-il de la distribution des arts et des métiers au folio 1 verso ?
illustre-t-elle la théorie philosophique du trésor? Francis Carmody, auteur de l'édition critique du Trésor, a montré dans son introduction que la théorie philosophique de Brunetto est issue, par un intermédiaire inconnu, du commentaire d'Eustratius de Nicée sur l'éthique à Nicomaque d'Aristote, qui distingue philosophie théorique et philosophie pratique, 1 et 2. Brunetto a ajouté une troisième division, la philosophie logique. Plusieurs remarques s'imposent. Le septénaire des arts libéraux est éclaté entre théorique et pratique. Mais il y est en fait réintroduit par Brunetto à l'intérieur du système de Stratius. Nous voyons apparaître également dans ce plan des disciplines présentes çà et là dans la colonne de gauche de notre frontispice, logique et physique en particulier. Mais surtout, ce plan donne une place aux arts mécaniques, déjà intégrés à la théorie philosophique, par exemple, par Hugues de Saint-Victor, au siècle précédent. En fin de compte, Brunetto ne va lui-même pas suivre ce plan théorique, et l'enlumineur encore moins. Il est impossible de comprendre la logique de ces choix d'organisation des arts et des métiers à partir de la lecture du plan de l'ouvrage ou même à la lecture de l'ouvrage. Vous doutez que je n'ai pas lu les 422 pages de l'édition critique, mais elle est accompagnée d'un index de notions extrêmement précieux. Prenons Harperie. La musique instrumentale est évoquée quelque part dans l'ouvrage, mais absolument pas comme une discipline. Il s'agit de décrire le comportement archétypal du jongleur, qui est de tenir des discours hyperboliques. La peinture est quant à elle totalement absente. C'est l'un des autres arts, absente de ce schéma et du texte. En revanche, le plan de l'ouvrage, le contenu de l'ouvrage et l'image s'accordent pour tailler une place aux arts mécaniques. Dans le texte, ils sont une branche de la politique. Je ne sais pas si j'ai une citation, ce n'est pas celle-là encore. Ils sont une branche de la politique qui est la plus haute science et du plus noble métier qui soit entre les hommes, car elle nous enseigne gouverner les étranges gens d'un règne et d'une ville, un peuple et une commune, en temps de paix et de guerre, selon raison et selon justice. Les arts mécaniques rejoignent ainsi l'enjeu majeur de l'ouvrage, ce gouvernement de la cité, en ce qu'ils expriment tous les besoins concrets de l'homme dans la cité. Elle, la philosophie pratique, nous apprend aussi tous les arts et toutes les activités qui sont utiles à la vie d'un homme de deux façons, selon les réalisations concrètes d'une part, selon la parole d'autre part. Du point de vue des réalisations concrètes, il s'agit des métiers pour lesquels on doit utiliser les mains et les pieds, comme par exemple les tailleurs, les drapiers, les cordonniers, et toutes ces professions nécessaires à la vie des hommes, ce qui concerne les arts mécaniques. Bien plus, l'art de gouverner est celui qui permet à tous les autres arts d'être accomplis dans la cité. Sur ce point, Brunetto traduit de manière consciencieuse l'éthique à Nicomaque d'Aristote à partir de la translatio alexandrina ou compendium, traduction latine depuis l'arabe, attribuée à Hermann l'Allemand. Attendez un petit peu pour lire. Karin Ederman, dans son article « Commercial Society and Republican Government in the Latin Middle Ages », a remarqué que la conception de Brunetto s'éloigne de l'éthique d'Aristote, en ce que les arts, selon Aristote, ont des buts moins nobles que ceux de la science politique. Et en effet, ayant clos la traduction de l'éthique, Brunetto souligne le caractère naturel des hiérarchies. L'homme est le seigneur des autres animaux, les hommes entre eux se partagent entre seigneurs et sujets.
Et de ce partage des responsabilités de commandement découle tout aussi naturellement le partage des rôles dans la cité. Et parmi ces rôles, évidemment, il y a les métiers des mains et des pieds. Li autres soit lei, dont li un font maison, li autres coutivent terre gagnable, li autres sont fèvres, ou cordevaniers, ou d'autres métiers. Quels qu'ils soient, je dis qu'ils sont tout en tendant à celui bien qui appartient à la paisible communauté des hommes et des cités. Le bien commun, donc. Situé en ouverture de la seconde partie du livre 2, ce chapitre est le prélude au commentaire de Brunetto sur l'éthique. C'est donc une articulation importante de l'ouvrage, et c'est là qu'un enlumineur du nord de la France a placé une représentation des arts mécaniques qui est une représentation dans laquelle les arts mécaniques complètent les trois fameux ordres de la société, qui sont en fait là ceux qui commandent, ceux qui ont des tâches intellectuelles et ceux qui ont des tâches manuelles. On comprend dès lors pourquoi notre enlumineur a pu donner un rôle aussi important aux arts mécaniques dans le double frontispice du trésor du manuscrit de Londres. Plus tard, dans la seconde moitié du XIVe siècle, un enlumineur parisien fera de l'art de la forge le paradigme unique des arts et des métiers, en contrepoint de la personnification de la sagesse, art et sagesse étant les deux vertus intellectuelles les plus importantes, selon Nicolas Orem, dont ce manuscrit contient la traduction des éthiques aristotéliciennes. La présence au sommet de notre colonne d'art mécanique de la nécromancie est quelque peu énigmatique. Elle n'est évidemment pas un art mécanique et elle représente l'unique élément de négativité manifeste dans l'image. Nulle mention de la nécromancie dans le trésor, il y a en revanche question de la magie, dont l'invention est attribuée au persan Zoroastre. On ne sait pas quelle pourrait être la source de Brunetto Latini sur ce point, mais l'origine persane de la magie est un grand classique que l'on trouve déjà chez Isidore de Séville. Nous la retrouvons chez Gossuin de Metz, l'une des sources usuelles de Brunetto. Gossuin utilise quant à lui le concept de nécromancie. Réalité plus troublante encore, le manuscrit déjà montré de l'image du monde représente cet art, très rarement mis en image par ailleurs, selon une formule tout à fait comparable à celle de notre frontispice. Non moins rare dans les images médiévales, la figure de l'alchimiste, que vous avez juste sous le nécromancien en haut à gauche. J'ai perdu ma ligne. La figure de l'alchimiste, donc, est représentée sous ce nécromancien. Ce ne sont pas les seules images de magiciens attestées par les témoins du trésor. Ici, un magicien prononce la formule qui permet de se protéger contre l'aspic. La bête se bouche aussitôt les oreilles. Cette image nous renvoie au monde merveilleux des créatures qui peuplent l'Orient. Le nécromancien et l'alchimiste de notre manuscrit, en revanche, sont représentés pour eux-mêmes. Or, une différence fondamentale les sépare. L'alchimiste est représenté comme un artisan manuel, jetant une substance dans un fourneau attisé par deux soufflets. La dimension magique de cette activité est en quelque sorte gommée. En revanche, la nécromancie reprend, après l'image du monde de la Sainte Geneviève, la formule iconographique du maître prononçant des incantations consignées dans un livre. Le nécromancien vient dès lors faire écho aux autres maîtres représentés sur notre frontispice. Mais une nouvelle fois, notre enlumineur a opéré un choix de simplicité en faisant l'économie du cercle qui entoure le nécromancien du manuscrit de la Sainte Geneviève. Il s'agit certainement du cercle de protection magique que le nécromancien peut invoquer par une formule et qui maintient potentiellement le diable
à distance. Peut-être que notre enlumineur a oublié ce cercle en toute connaissance de cause. Chaque petite scène de son frontispice est inscrite dans un rectangle de 5 cm par 2,5 de haut. La simplicité pouvait être de mise. La nécromancie, comme nombre d'arts magiques, est d'origine démoniaque, si on lit Isidore de Séville ou Hugues de Saint-Victor. Mais elle constitue bel et bien une branche de la science de la nature dans la division de philosophie de Dominicus Gundisalinus, par exemple, un traducteur du corpus médical arabe au XIIe siècle. Et l'on peut comprendre aisément que la science permettant de contrôler les forces occultes ait pu être considérée comme une composante de la réalisation du bien commun. Alors, dans quelle mesure le frontispice des Arthès peut-il être considéré comme une ontologie philosophique de la fin du XIIIe siècle ? Pour comprendre cette image, nous avons autant besoin de connaître le contenu de l'ouvrage dont elle forme le frontispice que le paysage beaucoup plus touffu de l'encyclopédisme médiéval. Un peu comme Brunetto lui-même, parcourant les textes des anciens et des pères, son concepteur a sans doute pioché, ici et là, dans le vaste corpus encyclopédique illustré, des formules iconographiques qui lui semblaient adaptées aux spécificités de l'ouvrage en question, sans pour autant parvenir à ce que la structure de l'image n'éclaire la structure de l'ouvrage. Mais sans doute, ça n'était pas le but. En fin de compte, nous ne pouvons pas expliquer l'intégralité du choix des arts représentés, ni leur disposition pour ce qui est des colonnes latérales. Mais l'on peut se demander si le caractère sibyllin de ce choix et de cette distribution n'illustre pas justement la mobilité des catégories et des disciplines dans un paysage encyclopédique bouleversé au XIIIe siècle par l'arrivée du corpus aristotélicien. Les arts libéraux restent la colonne vertébrale de philosophie, pas vraiment une innovation du XIIIe siècle, mais cette tradition est encore vivace dans l'encyclopédisme illustré. De part et d'autre, semblent bien se partager les arts appliqués, des arts appliqués aux mutations de la matière, à droite, et des activités liées au travail des sens, à la conduite de soi et aux applications pratiques du travail intellectuel, à gauche. Et où que l'on soit dans l'image, les activités plus intellectuelles, enseignées par une petite élite d'initiés, sont tendanciellement placées au-dessus des activités manuelles ou ayant trait aux valeurs concrètes. L'image illustre peut-être des rapprochements ponctuels, comme celui de l'alchimie et de l'agriculture, que l'on trouve chez Vincent de Beauvais. Ce sont les deux branches, pour lui, de la philosophie naturelle. L'agriculture concerne les végétaux, l'alchimie concerne les minéraux. Cette image reflète enfin l'ambiguïté, pour la théorie philosophique de l'époque, de certaines pratiques, comme la divination, tendue entre des applications protectrices et positives au service du bien commun, et la condamnation par principe de l'origine démonique de ces savoirs. Et que peuvent donc signifier les deux cités que philosophie tient dans ses mains ? La cité en temps de paix et la cité en temps de guerre, c'est une distinction importante dans le Trésor. La cité de droite nous montre en effet davantage de fortification que celle de gauche. C'est une première possibilité. Elle pourrait aussi évoquer le sens littéral et le sens figuré du mot trésor, dont Brunetto joue au début de son ouvrage. L'accumulation des richesses intellectuelles garantit en effet le bon gouvernement de la cité, qui lui-même garantit l'accumulation des richesses matérielles. La représentation des tours au début de certains témoins du trésor produits dans le nord de la France, ce que vous avez en bas à gauche, a en tout cas donné occasionnellement à l'architecture ce sens allégorique de gardien des trésors. Dernière hypothèse, en plaçant le nécromancien
Incarnation d'un art d'origine décidément orientale, sous la cité de droite, la philosophie de notre image entendait peut-être réunir les traditions savantes d'Orient et d'Occident. On peut voir dans un tout autre contexte une illustration très originale de l'histoire ancienne jusqu'à Jules César, l'expression architecturale de cette bipolarité du monde chrétien. Il s'agit d'un ouvrage produit en Outre-mer, or il est possible que ce soit également le cas de notre manuscrit. Ce dont on ne peut pas douter en revanche, c'est du tribut versé par l'enlumineur de notre manuscrit aux origines orientales du corpus aristotélicien, dont témoignent ces portraits extrêmement typés du philosophe. En restant sur un point d'interrogation, j'espère donc vous avoir montré, à travers cette petite enquête, la complexité du travail que nous avons engagé avec le programme Ontologie du christianisme, car nombre d'images que nous avons analysées sont comme celle-ci, prises dans un écheveau de tradition et d'innovation iconographique, de savoir stabilisé et de propositions spéculatives. Merci de votre attention. Alors, 10h30. Je retrouve mon programme. Donc on va enchaîner assez rapidement, mais il peut y avoir une petite discussion, tandis que Antoine Courtin installe sa présentation. Si c'est possible que... Est-ce que c'est possible parce que c'est rapproché entre la rhétorique et le... Je vais aller sur cette piste-là. Il y a une autre hypothèse dont je n'ai pas parlé car je l'ai abandonnée. Ce sont les deux cités qui illustrent certains psautiers, la cité positive et la cité négative. Mais bon, cette piste n'est pas jusqu'au bout. Mais la tradition iconographique de Saint-Augustin, c'est une piste intéressante que je n'ai pas explorée pour l'instant. D'accord, merci. Ça devrait être fait. Juste pour terminer, ah oui, ok. Ah, ça c'est lui d'ailleurs. Oui, juste comme tu as cité mon travail par rapport à la localisation, je précise qu'effectivement, bon, je suis en train de reprendre le dossier une fois de plus pour essayer d'y voir clair, je n'ai pas encore décidé. Hein. Et par rapport à la localisation méridionale proposée par Ellison Stone, c'était un peu un passant, hein, c'est-à-dire la Bible qui est à la BNF hébraïque, qui viendrait de Perpignan, effectivement, c'est des ressemblances très génériques du cadre. Et si c'était vraiment chapeau de ma part, parce que les ressemblances sont très très faibles. J'en ai discuté avec Brigitte Roux, c'est aussi la même chose tout en la citant. Donc la couleur, le cadre, oui, mais pas plus que ça. Par rapport à la langue, quand même, il y a une chose importante à préciser. Ces manuscrits appartiennent à une famille de manuscrits qui en comprend plusieurs. Dans cette famille, tous les témoins ont des traits d'outre-mer. Ils ne sont pas les seuls qui ont ces traits. Dans cette famille, il y en a un qui a certainement été fait outre-mer. On dit que ce serait même le maître de l'hospitalier qui serait le responsable des enluminures, qu'on voit mal parce que c'est un manuscrit conservé à Turin, donc endommagé par l'incendie de la bibliothèque. Mais il est certainement dans cette famille textuelle, donc la question se pose pour nos trois de savoir si eux aussi sont d'outre-mer, hein, ou si simplement ils sont conservatifs par rapport à la langue, c'est-à-dire le manuscrit, le modèle utilisé pour copier cette famille, lui, il était d'outre-mer, mais il se peut que les trois manuscrits en question
été copié ailleurs, simplement il serait conservatif. Les copistes respectifs auraient respecté les traits d'outre-mer. Ensuite, le discours va encore plus loin. J'ai un peu appuyé du côté de Chypre, etc. Bon, Chypre, déjà, pour des raisons chronologiques, c'est-à-dire s'ils sont un peu plus tardifs que la chute d'Acre, donc il faut chercher un outre-mer, mais ailleurs. Et ensuite, je dois dire aussi un fait entre guillemets, un peu le malin, c'est-à-dire Chypre, on ne connaît pas trop la production des manuscrits occidentaux, donc, et donc il n'y a pas de termes pour comparer, donc pourquoi pas, hein, c'est-à-dire ça serait une manière de... Donc, que Maud connaît bien, c'est-à-dire un manuscrit qui viendrait lui aussi du même atelier, mais qui contient le roman d'Alexandre en prose. Hein. Effectivement, les filigranes, sans être aussi riches, sont les mêmes, et le type est tout à fait le même. Et donc, méthodologique ultérieure, ce que tu as fait est d'un intérêt. Bon, déjà, c'est une lecture très belle. Donc, moi-même, j'ai vu, je ne sais pas combien de fois l'image, mais comme ça avait la cohérence d'un récit. Donc, j'ai dit, ah tiens, là, je n'avais jamais remarqué et tout. Donc, très, très bien en soi. Et disons, là, c'est une manière de voir les choses par l'iconographie, bien sûr. C'est le sens de cette journée. Ensuite, l'autre problème pour la localisation, ça serait un problème de style, donc un problème d'histoire de l'art, en partie un peu à l'ancienne, un problème philologique, disons. Hein. Sauf que là, effectivement, jusqu'ici, bon, ceux qui ont regardé n'ont pas trouvé de modèle, notamment par exemple par ces filigranes très riches en feu d'artifice, disons, ça tape immédiatement dans les yeux, mais on trouvait d'autres. Bon, voilà. Donc en tout cas, merci à toi. D'autres interventions? Je vais donc passer la parole à Antoine Courtin et m'excuser auprès de lui car j'irai chercher la pause pendant qu'il présentera son travail essentiel à l'édification de la ressource numérique au MCI. Et je précise donc que c'est écrit. Alors j'ai simplement à lire qu'Antoine Courtin est responsable de la cellule d'ingénierie documentaire de l'INHA. Et donc, avec son équipe, il joue un rôle essentiel à l'accompagnement de tous les projets et de toutes les productions ayant trait au numérique dans cette maison. Merci beaucoup Sébastien. Petite précision, car c'est tout nouveau. Historiquement, comme l'a indiqué Sébastien, responsable de la cellule d'ingénierie documentaire qui s'est transformée il y a à peine 2 semaines en service numérique de la recherche qui montre aussi la prise en compte de ces enjeux numériques dans les pratiques de la recherche au sein du département des études et de la recherche. Donc j'ai la tâche, et je vais essayer d'être le plus clair possible sans prendre trop de temps, pour évoquer avec vous quelque chose de un peu plus pragmatique que comment dire, tout ce qui va être évoqué dans cette journée. Donc je m'en excuse d'avance, ce sera assez pragmatique, mais on voulait revenir quand même pour évoquer les problématiques qui m'ont été posées sur cette ontologie médiévale et la réponse numérique qu'il fallait lui apporter. Et donc, on verra que tout s'articule entre les enjeux de structuration de l'information et les enjeux et les besoins d'éditorialisation, c'est-à-dire de pouvoir laisser une marge de manœuvre aux chercheurs pour apporter un discours sur des données structurées. Alors, quelle est ma position? J'ai un profil d'ingénieur. Donc il m'a fallu rapidement m'approprier ce sujet de l'ontologie médiévale et des nombreuses discussions avec Sébastien et Isabelle. Donc il y avait un premier temps d'observateur où j'ai dû, on va dire, m'approprier ces enjeux, ces questions. Même si j'ai pu avoir des cours d'histoire de l'art médiéval, c'était il y a assez longtemps, et donc il m'a fallu, on va dire,
me remettre dans le bain de la culture visuelle médiévale. Donc je m'excuse d'avance si je fais parfois des bourdes par rapport au concept, aux rubriques, aux motifs, aux thématiques que nous allons manipuler. Donc je m'en excuse d'avance également. Et donc ma position dans ce projet était à la fois, on va dire, d'expérimenter. Vous voyez qu'il y a une phase de celui qui regarde et une phase aussi de celui qui construit. Donc qui va construire quelque chose avec, on va dire, deux choses à garder à l'esprit. À la fois un désir d'expérimentation, il faut expérimenter pour avancer, mais à un moment, il faut quand même revenir, si je peux me permettre l'expression, in real life, c'est-à-dire vraiment avec un outil en production qui fonctionne. Donc il y a toujours cette tension entre on expérimente, mais à un moment, il faut avoir une URL et il faut que ça fonctionne. Donc ça, c'était quelque chose qui est resté tout au long de l'édification, comme l'a abordé Sébastien, de cet objet numérique. Pour les plus impatients et qui ne veulent pas m'écouter, l'URL omci.inha.fr. Juste pour indiquer quand même un petit peu de concepts, parce que même dans le monde de l'infocom, on utilise aussi des concepts, qu'on s'inscrit, et j'ai souhaité inscrire cette démarche-là dans le concept que l'on appelle d'éditorialisation de Marcello Vitali Rossetti, qui est au Canada, et qui décrit ces concepts d'éditorialisation des données de la recherche comme l'ensemble des dispositifs qui permettent la structuration et la circulation du savoir, en mettant à la fois les problématiques qui sont posées par la mise en place des outils et des plateformes. Derrière cette production, il y a des personnes, je le dis souvent, il n'y a rien de plus physique que le numérique, à la fois parce qu'il y a des personnes derrière, et à la fois parce qu'il y a des serveurs. Il n'y a rien de plus physique que le numérique. Et donc sur les personnes sans qui cette production n'aura jamais pu avoir lieu, bien sûr toute l'équipe du domaine d'Isabelle, mais également elle a indiqué en introduction toutes les personnes qui ont gravité autour, qui ont été invitées à participer aux discussions, le service numérique de la recherche que je dirige, et également sur la dernière phase de mise en production, nous avons été accompagnés par un développeur, Daniel Berthereau, qui nous a accompagnés dans la dernière phase d'élaboration de l'application. Comme l'a indiqué Sébastien, le service numérique de la recherche pilote actuellement environ une dizaine de projets similaires de l'ontologie du christianisme, allant des catalogues de vente 19e sur des ventes d'antiques jusque les archives d'artistes contemporains de la Biennale de Paris jusqu'en 1960. Donc on tire vraiment très large, et donc parfois sur certains projets, un accompagnement extérieur permet d'aller un petit peu plus vite. Comme je vous le disais, les tensions de cet objet numérique étaient de deux aspects. Avoir un espace éditorial où on va avoir une certaine flexibilité dans l'outil de publication, communément un site web, comme on peut le voir tous les jours, avec finalement juste des pages et des chaînes de caractères, avec une très grande facilité de mise à jour, c'est-à-dire où les chercheurs pourront facilement mettre à jour les informations. Et donc, au-delà de cet espace éditorial et de l'ontologie en tant que telle, comme l'a indiqué Sébastien, de pouvoir aussi apporter du contexte à cette production, le contexte de l'équipe, le contexte des choix scientifiques qui ont été faits, qui ont permis la réalisation de cette ontologie. Donc avoir aussi une sorte d'appareil critique de cet objet documentaire. Et de l'autre côté, il y a l'autre aspect, ce qu'on appelle structuration, data-oriented, excusez-moi pour cet anglicisme, qui, et là, on l'avoue, c'est porté aussi par le service numérique de la recherche, c'est de pouvoir inscrire cette production dans un écosystème de données ouvertes et liées, ce qu'on appelle le web de données, de respecter des bonnes pratiques et de respecter des normes internationales. Les gens avec qui je travaille à l'INHA savent, et j'aime les normes, c'est une obligation dans le monde du web de s'appuyer sur des standards pour, entre guillemets, que le site web puisse fonctionner et que d'autres structures puissent se brancher sur la production que nous avons faite. Pour donner un cas concret, l'utilisation de standards, ça va permettre d'être référencé dans Google et d'apparaître le plus rapidement possible. Plus on respecte les standards, plus par exemple, les moteurs de recherche qui implémentent ces standards
vont mettre en avant notre production. Donc il y a aussi une dimension de visibilité dans cette démarche de standardisation, même si parfois le mot fait peur. Et donc, on doit réfléchir, lorsqu'on met en place un projet comme l'OMCI, de répondre à 3 niveaux, qu'on appelle le format conceptuel, donc là qui est vraiment le cœur de l'ontologie du christianisme, le format de travail, comment les chercheurs vont mettre en données cette ontologie, et enfin le format d'échange, parce que comme l'a indiqué Sébastien, l'objectif aussi c'est de pouvoir, entre guillemets, exposer le travail qui a été fait pour que éventuellement d'autres puissent s'en saisir. Petit rappel, donc là on voit finalement 2 schémas qui montrent le système de rubriques, de thématiques et de motifs et d'objets qui vont illustrer chacun des motifs. Et donc on voit que finalement dans ce lexique, si je peux m'exprimer ainsi, il y a à la fois les relations structurelles et les relations d'illustration de l'objet sur le motif. Et à côté de ça, comme l'a indiqué Sébastien, nous avons toutes les relations sémantiques entre les thématiques, avec les notions de causalité, d'effectivité, d'antinomie ou d'équivalence. Donc ça, c'est un petit rappel de ce qu'avait évoqué Sébastien. Et donc, concrètement, voilà ce que voit une personne dans le portail public. On y reviendra juste après. Donc, Sébastien l'a évoqué aussi, avec une articulation qui permet de voir cette arborescence, donc ça veut dire la notion hiérarchique et structurelle de l'ontologie, et les propriétés de relation entre les concepts de niveau thématique. Voilà ce que voit, et ce que verra, parce qu'on en reviendra, le chercheur dans l'outil de travail. Parce qu'il y a toujours, entre guillemets, ce qu'on appelle le front office, ce que voit le public derrière la vitrine, et l'arrière-vitrine, ça veut dire l'outil de saisie, l'outil de travail. Et donc là, vous voyez brièvement à peu près la même chose que je vous ai montré, c'est exactement la même chose qu'ici, avec des propriétés de relation entre les concepts. Et la prochaine slide est la slide qui va vous faire peur, là, qui fait la plus peur. Voilà ce que voit la machine. Et en fait, le voilà ce que voit la machine, c'est l'aspect structuration des données. En fait, la machine, elle voit quelque chose parce qu'on lui a dit ce qu'il y avait à voir. Et donc, on a établi dans l'ontologie 4 ce qu'on appelle modèles de classe. Vous allez voir que les couleurs sont importantes. Le modèle de classe de rubrique, donc on va identifier une classe rubrique, une classe thématique, une classe motif, une classe illustration. Et on va, pour chacune de ces classes, identifier des champs de saisie. Ces champs de saisie peuvent soit, et là c'est la petite particularité, j'espère que vous voyez assez loin, si vous voyez bien, que tout ce qui est écrit comme item, c'est-à-dire que, par exemple, dans la classe thématique, le A pour principe item, c'est qu'on ne va pas y mettre un littéral, c'est-à-dire une chaîne de caractères, A pour principe âme informée, mais on va mettre le concept âme informée. C'est-à-dire qu'on va dépasser la chaîne de caractères pour mettre le concept qui aura une identité sur le web. Ça va être normalement un peu plus clair en 2 minutes. Là, normalement, ça va être un peu plus clair dans 2 minutes. C'est quand même important de pouvoir indiquer que, parce que ce sera la conclusion de l'intervention, c'est que l'ontologie du christianisme, comme vous le voyez, n'est pas qu'un site web. Derrière, il y a tout un écosystème de données qui respecte des standards du web et du web de données qu'on appelle le RDF, qui est un principe très simple en informatique qui dit que toute insertion d'information peut être découpée sous forme de triplet. Bruxelles, lieu de naissance de Claude Lévi-Strauss. Et chaque élément, chaque insertion, on peut comme ça créer des graphes de connaissances en disant que toute information peut être découpée selon 3 objets différents. Et finalement, c'est ce qu'on a fait pour l'ontologie du christianisme, où
on va utiliser toujours des standards d'encodage, et notamment là vous voyez, pour ceux qui s'intéressent à la question de comment mettre en ligne des terminologies, le mot SCOS, ou dans le monde entier, le SCOS Broader, le SCOS Narrower, ce sont les propriétés informatiques qui vont définir les relations hiérarchiques. Et ça, vous prenez un lexique au Japon, aux États-Unis, en France, si vous regardez ce que voit la machine, nous utiliserons les mêmes propriétés informatiques. C'est parce qu'elles sont intégrées dans ce qu'on appelle des espaces de noms où des informaticiens, des spécialistes de la gestion de l'information se sont mis d'accord sur ce qu'on appelle des recommandations de la W3C qui donnent les bonnes règles d'usage du web, où on a dit voilà comment représenter un système de classification ou tout autre type de langage, de vocabulaire, qui se respecte le modèle RDF. Je vous rassure, c'était la partie la plus geek. Ah, il y a encore cette slide quand même. En fait, cette slide, elle vous indique tout simplement, vous voyez, le système de triplé, de petits ponts. C'est qu'on a ici l'URL d'un concept. Le concept 11, c'est le concept, j'ai oublié le nom, c'est le premier thématique de AM. J'ai oublié laquelle. AM informé, je ne le connais pas par cœur. En plus, j'ai pas ouvert. Ah bah c'est ça. Vous voyez, je suis bête, il suffit de lire la slide. L'URL 11 a comme titre, au title, AM comme principe de vie. Et là, vous voyez que si je continue la petite, de suivre les petits ponts, je vais essayer de parler plus fort. Vous voyez, donc cette ressource qui a pour titre AM comme principe de vie a dans l'espace de nom OSMI affect l'URI du concept 17 qui a comme titre un outil. Et donc, on va construire comme ça. Vous voyez finalement ce qui était indiqué par Sébastien par cette interface, mais derrière, toutes ces relations ne sont pas juste des liens, ce qu'on appelle des liens hypertextes, juste des liens où vous envoyez à vos amis quelque chose que vous avez trouvé sur Amazon ou autre, l'URL. Ce n'est pas qu'un lien, c'est qu'on va définir les propriétés de ce lien. J'espère que c'est un petit peu très clair. Et donc, il y a un moment, il faut quand même passer par la vraie vie et trouver un outil qui va permettre d'instancier. Et c'est là qu'intervient l'outil qu'on appelle Omeka S, qui est un outil extrêmement utilisé dans le monde des institutions culturelles, dans le milieu de la recherche, qui va permettre beaucoup de personnalisation, qui va respecter nativement, c'est ça le point important, nativement tous ces protocoles de structuration de données RDF. Comment on a travaillé le processus et l'alimentation? J'espère que je ne suis pas trop long. Il y a finalement 2 temps. Un temps avant la première publication qu'on vous montre là en avant-première, voilà, c'est que toute l'équipe a travaillé sur 2 outils, un simple fichier Excel. Il faut se rendre compte qu'un simple fichier Excel, on peut faire beaucoup de choses avec un simple fichier Excel. Zotero pour la bibliographie. Et qu'on a fait ce travail d'import massif dans l'outil choisi OmekaS. Et une fois qu'on a fait cette première étape, et ben la suite de l'ontologie, parce que nous le verrons que c'est la première étape, et ça a déjà été dit par Isabelle, que là actuellement il y a 7 rubriques, et à terme plus de rubriques, et donc de thématiques et de motifs qui lui sont associés. La saisie sera une saisie native dans OmekaS. Quelques principes fondamentaux du développement de l'OMCI. Le premier principe, c'est on a fait le choix d'avoir une interface utilisateur très simple, sans aucune fioriture, sans aucune animation. C'était un choix. Et notamment, un choix très important qui a été fait, c'est de se baser sur la couleur. Alors là, je suis navré, car la balance colorimétrique de ce vidéoprojecteur est désastreuse, donc je vous invite à aller voir en vrai, parce que ce ne sont pas ces couleurs-là que vous voyez. Je vous invite à aller voir, parce que là, le violet est horrible. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que comme on a typé
toutes comme classe, cette chaîne de caractères comme âme, âme comme personne, qui n'est pas juste une chaîne de caractères d'un point de vue informatique, mais une classe de rubriques, de thématiques ou de motifs, on a pu lui associer un style. Et donc c'est pour ça que dans tout le site, dès qu'il y a des liens internes ou des liens dans cette navigation, dans cette barre d'arborescence de navigation, se repose sous les couleurs de ces 3 niveaux hiérarchiques de l'ontologie. Donc en somme, si une fois vous avez compris et saisi et assimilé ce code, vous comprenez l'ontologie. On a mis en place des systèmes de fils d'Ariane pour naviguer dans l'arborescence. On a mis en place aussi des systèmes de remontée de contenu, c'est-à-dire qui permet de là, on est né au niveau du motif iconographique, qui va être illustré par un objet. Et donc là, vous avez finalement une sorte de micro-cartel de cet objet, mais vous pouvez aller plus loin pour voir une cartelle développée de cet objet. Donc on avait un système comme ça de remontée de contenu, au même titre que sur les thématiques, il y a énormément de bibliographies, où on va juste remonter la référence bibliographique, mais si vous voulez en savoir plus sur cette bibliographie, vous avez un niveau supérieur. On a fait aussi, et ça c'était une grande discussion aussi qu'on a eue, c'est, si je me permets de caricaturer, faut-il passer par l'image ? C'est vraiment une question, on pourra en reparler, qui a eu différentes évolutions, on va dire, dans l'évolution du projet. Et donc, on a décidé quand même de faire une entrée par l'image, avec cette grille d'images, qui est avec une fonction aléatoire. Donc, chaque fois que vous faites une F5, et ça c'est aussi une volonté, l'ordre de l'image change, parce que justement, on ne voulait pas figer dans le marbre un ordre qui n'aurait aucun sens. Mais on a toujours associé, et ça c'est un point important, on a toujours associé l'image au motif qui lui correspond. Ça veut dire que quand vous voyez l'image, vous pouvez à chaque fois rebondir sur le motif concerné et ensuite renaviguer par les différents concepts, motifs, thématiques, rubriques. Le site est web responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte aussi aux terminaux mobiles selon la taille de l'écran que vous utilisez. Parce qu'on se rend compte de plus en plus, même sur des sites un peu plus spécialisés dans le monde de la recherche, qu'il y a, on va dire, chaque année, une augmentation de plus de 40% d'utilisation sur mobile de nos ressources documentaires. Et comme ça, vous pourrez lire l'ontologie dans le métro s'il y a les grèves. On a également, et j'espère que vous voyez aussi que toutes les petites subtilités qu'on a mis en place, c'est toujours pour rendre compte de la structure de l'ontologie, au même titre que les couleurs rendent compte de la structure de l'ontologie. Le moteur de recherche aussi, lorsque vous faites une recherche, vous voyez que les premiers concepts qui apparaissent sont les rubriques, ensuite toutes les thématiques et ensuite tous les motifs. Donc, toujours cette idée de respecter la structure hiérarchique de l'ontologie. Toujours dans les principes fondamentaux des développements, nous, d'un point de vue, on va dire, éthique, on peut dire ça comme ça, nous développons que des outils en open source. Et donc, nous avons contribué énormément à la réalisation de plugins ou l'amélioration de l'outil OMKS, qui est développé en priorité par la fondation Roy Rosenberg aux États-Unis. Mais nous contribuons au développement, et tous les développements qui ont été faits sont remis dans le pot commun de l'outil OMKS. Donc ça veut dire que maintenant, si vous téléchargez OMKS, vous avez la possibilité d'activer le plugin qui permet de générer automatiquement une arborescence, quelle qu'elle soit, dans l'interface. Les prochaines étapes, il me reste 5 minutes. Les prochaines étapes, comme je vous le disais, c'est l'utilisation native de la plateforme pour l'alimentation des autres rubriques. Actuellement, nous avons 8 rubriques, peut-être que je me suis trompé, 8 ou 7 rubriques, j'ai un doute, 38 thématiques, 133 motifs iconographiques, 272 références, mais à terme, 22 rubriques, ou même plus si affinité, peuvent être alimentées automatiquement par l'interface. Et en fait, l'interface, pour vous montrer finalement dans la vraie vie, et aussi pour les chargés d'études qui sont ici, qui seront formés dans les semaines à venir sur l'utilisation de l'ontologie, bonjour. Voici finalement l'outil, et ça c'est aussi pour vous montrer, donc là c'est
on a créé automatiquement, on se dit que je veux créer un contenu, on va choisir automatiquement quelle classe d'objet je veux. Alors je vais créer une classe de type thématique. Automatiquement, le formulaire finalement correspond à toutes les propriétés propres à cette classe de thématique. Et vous voyez que, par exemple, pour une rubrique, pour associer une rubrique à une thématique à un motif, on ne va pas chercher par un littéral, mais on va chercher par des concepts qui ont déjà été saisis. C'est-à-dire qu'on ne va pas... C'est ça le point le plus important, c'est que les liens ne se reposent pas sur des chaînes de caractères, mais se reposent sur des identifiants uniques et des URI sur le web. C'est ça la chose la plus importante à retenir. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça permet et qu'est-ce que ça permettra lorsqu'on aura encore un peu plus de contenu? C'est que comme nous n'avons pas que des liens, on va dire juste des liens d'URL, mais des liens qui ont été typés entre des classes et des propriétés, on va pouvoir très facilement créer des caractéristiques pour pouvoir naviguer entre les concepts et jouer par des systèmes de voir quels sont par exemple les motifs iconographiques ou les thématiques qui sont le plus mobilisés dans d'autres rubriques avec les relations de est affecté par, a pour principe, a pour conséquence. Voilà, je vous remercie, je redonne donc l'URL, et je me suis trompé. OMCI, c'est toujours le côté anglais-français, je m'excuse. Donc c'est omci.yannacha.fr. Merci beaucoup. Et excusez-moi encore. Donc peut-être juste s'il y a une ou deux questions, le site, comme il fonctionne, hein, j'ai oublié de faire la petite démo classique. Si j'ai encore une minute, vous voyez aussi, je n'ai pas indiqué, il y a aussi toute une dimension d'accompagnement de l'ontologie, avec comment fonctionne l'ontologie, des graphes qui permettent de réexpliquer quels sont les choix qui ont été faits. Et donc là, on voit toute l'ontologie, avec ce système de couleurs, de rubriques, de thématiques, et on va pouvoir ainsi, comme ça, se balader de concept en concept, de rubrique en rubrique, de motif en motif. On va pouvoir avoir un accès par l'image que j'ai indiquée, qui renvoie automatiquement avec finalement le lien vers l'objet, si vous voulez en savoir plus sur l'objet en tant que tel, mais surtout un descriptif et le motif iconographique qui lui est associé. Et on peut ensuite rebondir par le fil d'Ariane et de se balader dans l'ontologie. Voilà. Merci beaucoup Antoine. J'ajoute à ma petite présentation tout à l'heure qu'Antoine n'est pas seulement celui qui conçoit, mais c'est aussi quelqu'un avec qui on peut dialoguer quand on est chercheur. C'est-à-dire qu'un chercheur ne peut pas facilement dialoguer avec un ingénieur en système d'information. Il faut des traducteurs et Antoine est capable de faire cette traduction. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui lui sont adressées? Il y en a beaucoup. Oui, justement, s'il y en a beaucoup. En fait, j'en ai deux, mais elles sont rapides. Et c'est pour vous, mais je pense pour l'ensemble des porteurs du projet. Ce que je me demande, c'est vraiment passionnant. Ce que je me demande, c'est comment est-ce que vous avez choisi vos images? Parce que là, quand vous nous avez montré, là, quand vous avez cliqué sur l'onglet images, moi, je pensais que vous n'aviez que des manuscrits, en fait, et enfin des enluminures. Et en fait, apparemment, vous avez aussi des sculptures ou des objets réels, je veux dire matériels. Je veux savoir comment est-ce que vous avez choisi vos images et est-ce que vous avez fait des partenariats avec les autres grandes bases de données iconographiques médiévales. C'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est à quel point est-ce que vous avez intégré la dimension matérielle des images que vous avez choisies dans la construction de l'indexation thématique. Je ne sais pas si c'est assez clair. À quel point, est-ce que la question de savoir, est-ce que c'est plutôt un manuscrit, une enluminure, ou, je ne sais rien moi, une sculpture, est-ce que ça rentre dans votre réflexion qui a permis de construire l'indexation des images? Alors, je vais laisser complètement Isabelle et Sébastien répondre. Ce n'est pas mon sujet. Tu voulais y aller? Je t'ai vu.
vas-y. Alors. Parce qu'il manque peut-être un schéma général à la présentation qui explique concrètement, tu parlais vraiment d'incarnation du digital dans l'homme, les process de sélection d'images sont liés à la façon dont on travaille et nous n'avons probablement pas expliqué la façon dont nous travaillons suffisamment aujourd'hui. Les rubriques, elles sont peu nombreuses et leur nombre s'est réduit, sont en fait un découpage intellectuel du champ de la théologie et anthropologie religieuse du Moyen-Âge. C'est extrêmement compliqué. Je pensais en fait que Sébastien allait l'aborder, c'est pour ça que je m'en suis abstenue, mais c'est extrêmement compliqué et en même temps c'était le socle fondamental. Comment on découpe un champ de pensée en unités suffisamment vastes pour qu'elles accueillent toutes les enquêtes que nous avons menées sur les thématiques qui viennent de l'interface avec le monde des images produites au Moyen-Âge, et ensuite ce corpus d'images innombrables dont il ne s'agissait pas de traiter la singularité l'une après l'autre, mais d'utiliser tout le pouvoir d'explicitation qu'elle donnait dans la rencontre avec les concepts. Si vous voulez, et c'est la prise de parole que j'allais faire après l'intervention dont vraiment je remercie Antoine, sur la structure même du site web, ce que nous avons construit, c'est une encyclopédie médiévale dans laquelle l'image fonctionne comme exemplum. En même temps, on ne peut pas comprendre un exemplum si on ne le replace pas dans le cadre plus vaste d'une pensée spéculative, d'une pensée et d'une activité anthropologique qui accueille cette singularité. Cette encyclopédie médiévale, c'est donc un format paradigmatique pour l'OMCI tel que vous l'a présenté Antoine, mais ce à quoi j'aimerais ajouter que la façon dont Antoine et Sébastien, parce que c'est vraiment à eux que l'on doit ce niveau-là du projet, avec ces tissus de relations logiques entre les termes, mais aussi entre les objets, s'appelle une ontologie numérique. C'est-à-dire que nous construisons une encyclopédie sur l'ontologie médiévale, l'arrière-plan structurel, intellectuel, spéculatif, de représentation du monde, de l'homme et de l'homme dans le monde, qui vont conduire au développement d'une iconographie particulière, celle que nous étudions. Ça, c'est déjà une ontologie. C'est un rapport ontologique à l'image médiévale. Pour y répondre, nous avons utilisé le schéma d'une encyclopédie médiévale dans laquelle, et même si on est historien d'art, à un moment, il faut assumer aussi ce choix, l'image fait fonction d'exemple. Et pour le donner à comprendre aux gens qui nous liront, nous avons choisi un modèle digital, numérique, qui fonctionne lui-même comme une ontologie numérique. Il y a une relation d'iconicité entre tout ça, dans la profondeur historique, dans la résonance entre le numérique et l'objet intellectuel que nous avons conçu. J'espère que c'était le bon choix. Et une fois que vous aurez pratiqué ne serait-ce qu'une seule rubrique, je pense que vous comprendrez à quel point il était indispensable que nous puissions corréler ces différents niveaux structurellement pour qu'ils soient fonctionnels. Voilà pour la réponse que je voulais apporter. Je pense que Sébastien complétera avec la question de la matérialité et de la contextualisation. Oui, alors la question de la matérialité, on peut la relier à la question de l'objet, parce que en effet, il y a une dimension très fortement iconographique à ces analyses, mais il y a aussi une dimension d'étude d'objets. Ce ne sont pas seulement des thèmes iconographiques, ce sont aussi parfois des objets, des reliquaires. J'ai pas la liste dans la tête, mais avec un souci d'atteindre la plus grande diversité possible sur les matériaux, les types d'objets, sur les périodes que l'on a sollicitées. Voilà, essayer de, je dirais, résumer une diversité. Et ce qui illustre encore mieux, disons, cette prise en compte de la matérialité, c'est la rédaction de la rubrique matière, mais qui n'est pas encore lisible parce qu'elle a été écrite en anglais et qu'il y a un travail de traduction qui est nécessaire avant de pouvoir l'intégrer. Il y a le souci, enfin la volonté
que le site soit bilingue, mais pour qu'un site soit bilingue, il faut qu'il ait une face purement française et une face purement anglaise. Et donc pour l'instant, c'est la face française qui est alimentée, et construire la face anglaise, anglophone, c'est un développement ultérieur, ce qui crée un délai, disons, dans l'accès à ces contenus. Voilà. Il y avait d'autres questions au fond de la salle, puis après on va faire une petite pause. Oui, bonjour. Moi également, ça sera 2 courtes questions. La première concernant l'image et la seconde peut-être un peu plus générale. Concernant les images, comment vous résolvez la taille de l'original ou l'échelle, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, comment on peut facilement en prendre connaissance. Et puis, la deuxième question plus générale, par exemple, vous avez âme, plus loin, un trait d'union formé. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va passer sur les moteurs de recherche et auquel cas, comme c'est quand même un concept un petit peu élaboré, comment le moteur de recherche va le traiter ? Merci. Alors, je ne sais pas comment les moteurs de recherche traitent les adjectifs composés. Je ne sais pas si tu as un élément de réponse. Les caractères de ponctuation sont considérés comme une chaîne de caractères. Donc il prendra le informé comme une entité en soi. Bah si, il comprendra le in-formé qui est différent de in espace formé. En fait, c'est une chaîne de caractères. Donc si vous faites une recherche en expression exacte, il prendra la totalité de la chaîne de caractères parce qu'il considère le tiret comme A, B, C, D, E, F. C'est pas pour polémiquer, mais à l'heure de la francophonie, est-ce qu'en fait il ne faut pas trouver des phrases plus immédiatement parlantes? En même temps, on peut dire que c'est bien, parce qu'on va, si on a le temps, on va aller voir ce qu'il y a derrière, parce que c'est quand même assez difficile. Ok, non, mais on ne va pas polémiquer, on ne va pas attendre la pause. Mais par contre, le côté échelle, alors savoir si on a quelque chose en ivoire. Alors ça, c'est une très bonne question. Ça répond mes recherches personnelles que j'ai pas appliquées sur l'OMCI, mais que j'ai appliquées sur d'autres projets, notamment sur les ventes d'antiques. Et je vous rejoins à 100% là-dessus, que paradoxalement, le numérique va détruire la notion d'échelle. Et qu'effectivement, quand vous allez sur Gallica, et je fais souvent cet exemple-là en cours, vous prenez une énorme carte où vous prenez une miniature, un petit livre d'heures, finalement, dans l'interface, on va squeezer, excusez-moi l'expression, cette notion d'échelle. Ce qui est de plus en plus fait, notamment par des institutions muséales, et ce qu'on a mis en place sur l'autre projet numérique sur les objets antiques, c'est de mettre un élément d'échelle à côté de l'objet. C'est-à-dire de mettre, par exemple, il y en a qui utilisent, par exemple, des objets de la vie quotidienne. Par exemple, le musée d'Harvard fait ce principe-là. Vous avez sur chaque œuvre, parfois, une petite bouteille d'eau, une bicyclette, pour donner une échelle à l'œuvre. Nous, pour les objets antiques et les ventes d'antiques, on a utilisé le corps humain, avec le bras, la tête ou le corps entier. Comme ça, on peut voir tout de suite si on est sur un loutre-fort de cette taille-là ou sur une amphore qui fait quasiment la taille d'un humain. Donc ça, c'est une problématique que je vous rejoins vraiment à 100%. Ça me fait plaisir que vous la soulevez, parce que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Sur l'ontologie du christianisme, comme c'était pas n'était pas l'objet central de l'ontologie, on indique la dimension comme une chaîne de caractères, donc 143 cm. Dans les informations, ce que tu as résumé comme étant le cartel de l'image, on a la possibilité de rebondir vers, s'il existe, un site institutionnel qui nous présente davantage de données. Donc on n'a pas, à notre tour, produit des données d'inventaire. Voilà. Sur ces choses, mais on a essayé de proposer à l'utilisateur le lien vers
là où ces données sont les plus complètes C'est ce qu'on a et illustré. contrôlées. Ce qu'on a illustré ici, on est sur le motif iconographique âme expression de soi, qui est, comme l'a indiqué, j'ai oublié le terme, illustré par cet objet-là, avec une remontée simplifiée et la possibilité d'en savoir plus. Et quand c'est porté par une institution culturelle, d'être, voilà, on n'a pas réinventé la roue et on n'a pas ressaisi complètement toutes les saisies des données de catalogue. L'objet, c'est l'ontologie. Un dernier mot rapide sur le langage. Personne ne va chercher à m'informer sur Google, enfin à ce jour, il me semble-t-il. Et il y a très peu de chances que quiconque le fasse, ne serait-ce que dans les décennies qui viennent. Hein. Donc ce que nous allons faire remonter, c'est d'abord l'idée d'un site, d'une encyclopédie en ligne, dans laquelle on pourra, en descendant dans la profondeur des niveaux de complexité de l'exposition, comprendre progressivement ce que le concept d'âme peut recouvrir dans la culture médiévale et en quoi les images et l'art produit à cette époque. Donc merci de la question, nous parlons beaucoup d'images, ce sont des artefacts derrière. Donc comment les artefacts produits à cette époque-là ont pu décliner chacun à leur façon et éclairer chacun à leur façon ce concept d'âme. Donc sur la terminologie, comme je l'ai dit au tout début de cette journée, je ne pense pas que vous étiez déjà là, il s'agit véritablement de proposer un lexique, lui-même évolutif. On n'est pas du tout dogmatique sur l'emploi des termes, mais un lexique nouveau par accolement de termes qui va amener l'intelligence à éveiller le regard sur les œuvres d'art médiévales, puisque dans toute cette affaire, nous sommes quand même tous des historiens de l'art, ici, dans ce projet. Voilà. D'autres questions peut-être sur la présentation d'Antoine, encore une fois, merci tellement pour le travail fourni, et comme l'a souligné Sébastien, pour la faculté qu'il a à nous comprendre dans nos bredouillages numériques. Il est toujours d'une patience et d'une ingéniosité incroyable. Sans lui, rien de ce que nous avons fait n'existerait véritablement. Merci Antoine, merci à ton équipe aussi. Et donc je vous propose maintenant une pause café.